Bonjour Jacques. Bonjour. Tu es là aujourd'hui installé dans ce dans ce divan rouge en fait, comme beaucoup d'auteurs, voilà, qui sont passés évidemment sur la chaîne. Voilà, tu te présentes, voilà. Est-ce que tu pourras nous dire justement comment tu es venu à l'écriture? Et on parlera évidemment après de tes bouquins. Voilà, je te laisse la parole, Jacques. Très bien. Donc je suis chez le psy ou chez Drucker, ça dépend comme on veut. Donc je me présente, je m'appelle Jacques Lazari. Je suis d'abord comédien et puis auteur après. J'ai rencontré l'écriture théâtrale dans le cadre d'un stage qui existait à Alès, je suis d'Alès, au niveau du cratère. Je faisais un festival de théâtre et autour il y avait des stages, dont le stage d'écriture. Et l'idée c'était d'écrire une pièce en 10 jours. Alors chacun a écrit sa pièce en 10 jours. Et moi après, j'ai retravaillé cette pièce et je l'ai jouée en tant que professionnel. Elle s'appelait Profession suspect. C'était une histoire policière en fait, où il y avait 4 personnages qui étaient dans un vase clos. Il y avait un meurtre et un policier qui arrivait, qui était chargé de trouver le meurtrier. Et en fait, à la fin, c'est le flic qui se fait arrêter. Mais on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait tué. Après, tout naturellement, j'ai continué à écrire parce que ça m'a plu. J'ai écrit 6 pièces en tout, plutôt des comédies. Une qui s'appelle Sans dessous dessus, c'est la dernière écrite. Elle est un peu olé olé, celle-là, à mesure où je mets je mets deux personnages, un homme et une femme, et je les mets nus pour entraîner de l'humour. La nudité appuie l'humour, parce qu'il y a des situations un peu complètement ridicules, absurdes, cocasses. Quand on voit arriver un homme qui est complètement nu avec des chaussettes complètement bizarres, en mi-bas, et une cravate, et il dit voilà, je suis prêt. Ouais. La femme dit tu enlèves tes chaussettes, tu gardes la cravate, d'accord, mais tu enlèves les chaussettes. Ben voilà, c'est un peu bizarre. C'est sûr. Donc des pièces de théâtre certainement à voir un petit peu partout. Est-ce que tu en as justement qui sont programmées là? Ah là, non, non. Non. Bon. Euh, on passe à la présentation de ton premier livre. Donc c'est en fait d'après ce que moi je comprends et ce que les auditeurs vont entendre, tu es arrivé justement à l'écriture et à l'écriture en fait de ton premier livre grâce justement aux pièces de théâtre que tu as écrites. Et ça... Oui et non. C'est-à-dire que j'ai voulu adhérer à une association qui s'appelait Union des auteurs et des créateurs. Et le président m'a dit si tu veux vendre des livres, il faut avoir quelque chose à éditer. C'est logique. Il a raison. Il a raison. Et j'avais rien écrit, à part des poésies. Je n'avais jamais pensé les éditer. Et j'ai écrit un recueil de poésie, il y en a 25, ça s'appelle Chaque jour est une vie. Ça, c'est mon premier recueil. Et ce sont des poésies vivantes, c'est-à-dire que chaque poésie, c'est une histoire, une tranche de vie. Ça rejoint un peu le théâtre parce que c'est. Alors, attends, je vais faire... voilà. Alors, Vas-y, continue. Moi, je... donc ça rejoint un peu le théâtre parce que chaque histoire, c'est une tranche de vie qui a été vécue ou pas. Mais je me suis régalé à le faire. Et qu'est-ce que tu as justement dans ce livre, chaque jour en fait, donc est une vie, qu'est-ce qu'il y a justement tu parles de tranche de vie, donc qu'est-ce que tu appelles justement par tranche de vie? Qu'est-ce qu'on peut retrouver en fait dans ce livre? Mais par exemple, je parle de don d'organes, les gens qui ont vécu le don d'organes. Et quand j'ai voulu écrire là-dessus, je suis allé voir un petit peu ce qui se disait. Alors j'ai trouvé des poésies en disant c'est un geste magnifique, c'est un geste exceptionnel de donner ses organes pour que d'autres vivent. Mais moi je me suis dit, non, je ne vais pas partir là-dessus. Je vais partir d'une famille où il y a quelqu'un qui a besoin d'un don d'organes. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit non, on ne va pas partir là-dessus non plus. On est là, on est en train de discuter. On m'appelle au téléphone, on dit voilà, tu as ton ami ou ta fille qui a eu un accident. Et pendant tout le trajet, la personne dit voyons, les pompiers, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils analysent les mots et l'intonation des pompiers pour dire c'est pas grave.
il arrive plus tard, on dit votre fille est morte. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner ses organes? Et c'est pourquoi moi j'ai décidé. C'est tout le processus qui va amener la personne à dire oui. D'accord. En fait, à travers justement cette tranche de vie que tu cites là, tu amènes justement les gens à la réflexion sur le don d'organes. Oui, voilà. D'accord, C'est qu'est-ce que je ferais moi si j'étais à leur place. d'accord. Bon, après, il y en a d'autres sur le handicap par exemple. Ça, j'ai écrit ça parce que mon père était handicapé et j'ai vu tout le bazar que c'est. Tous les gens qui. Ah, vous avez ça? Oh, mais moi aussi. Voilà. Et le problème, c'est que ce qu'on voit pas, c'est que quand tu as un fauteuil roulant, c'est une galère. La ville, c'est une galère. Galère pour monter sur le trottoir et pour aller dans les magasins. Encore qu'il y a des efforts qui sont faits dans les villes pour pouvoir monter dans les trottoirs. Mais une fois qu'on est sur le trottoir, après on ne peut pas rentrer dans les magasins parce qu'il y a toujours une petite marche. C'est ça. Donc c'est tout ça. Et ce que je me suis aperçu, c'est que les gens, les décideurs, ne font rien parce qu'ils n'ont personne dans leur ville, dans leur famille, par exemple, qui sont handicapés. À partir du moment où, dans la politique, chez le maire par exemple, il y a une personne qui est handicapée, là, il fait plus attention. Donc en fait, tu fais appel un peu aux politiques, là justement, enfin tu fais passer un petit peu un message aux politiques en disant que justement sur le handicap, tout n'est pas justement mis en place pour que ce soit en fait, que ce soit pratique quoi. Mais pas qu'aux politiques, les gens aussi, j'ai trouvé très peu de gens qui nous aident. C'est un endroit où on nous a aidés. Une fois, on était à l'autre, j'avais poussé mon père et j'avais pas vu, il y avait un trou dans la chaussée. Et mon père a pris le trou et est tombé son fauteuil. Et là, j'ai des gens qui sont venus nous aider. Mais ailleurs, non. Ailleurs, ils tombent, mais c'est des merdes. Voilà. C'est pour dire aussi à tous les gens que personne n'est à l'abri pour avoir un accident du lendemain et être sur fauteuil roulant. D'accord. Donc si j'entends bien, en fait, chaque jour en fait est une vie. C'est voilà, des tranches de vie, comme tu disais tout à l'heure, qui sont complètement différentes, voilà, les unes des autres, et qui amènent en fait à la réflexion. À la réflexion et à essayer de faire changer les choses ou évoluer. D'accord. Bon. Après, il y a d'autres poésies qui sont un peu moins dramatiques. Poésie sur l'amour, par exemple. Alors justement, oui, c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que l'amour, en fait, sans amour, en fait, on ne vit pas. Voilà. C'est un peu, je dirais, c'est un peu comme l'eau, voilà, qui nous hydrate et dont on a besoin, voilà. Et là, est-ce que tu peux justement nous dire ce que tu as pu écrire quelle est la tranche de vie que tu as... Alors là, c'est dans le recueil, mais c'est un peu à part. C'est un chapitre que j'ai appelé Au cœur de l'être. Au plus profond de l'être, ce qui est à peu près pareil. Et toutes ces poésies-là, je sais pas, il y en a une dizaine ou 11, je ne sais plus combien exactement. Toutes ces poésies sont des poésies d'amour que j'ai écrites pour des femmes. Alors, soit pour des femmes que j'ai aimées, soit pour des amis. D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, on va faire d'autres vidéos qu'on va mettre en fait sur la chaîne. Et sur ces autres vidéos, tu vas pouvoir justement nous lire ces poèmes-là, justement pour que les auditeurs en fait de la chaîne puissent prendre connaissance de ton écriture et que tu puisses en fait créer l'appétence aussi, justement, pour que ces auditeurs en fait puissent aillent acheter évidemment ton livre, ton recueil, etc. Voilà. Ok. Alors, il y a un second livre justement qui a été édité il n'y a pas très longtemps, voilà, qui s'appelle en fait La 7e clé, toujours évidemment par Jacques Lazary. C'est un fantastique. Alors, je vois, pourriez-vous être l'élu? Alors du coup, la question, évidemment, elle donne envie d'avoir en fait une réponse ou d'être dans une réflexion ou quoi que ce soit. Voilà, le livre en fait est là. Est-ce que tu peux nous le présenter? Voilà, ce livre-là, qu'est-ce que en fait la 7e clé, quoi? C'est un mystère. En fait, j'ai eu envie à un moment donné d'écrire un roman. Parce que c'est complètement différent et de la poésie et du théâtre. Le théâtre, il n'y a que des dialogues et le roman, il y a une partie descriptive.
Et j'ai trouvé un peu plus facile d'écrire le roman, parce que justement, il y a ces parties descriptives où on peut noircir, enfin, pas trop noircir, parce qu'il ne faut pas non plus noyer le lecteur. Et, là, et moi, j'aime beaucoup le fantastique, parce que ça permet des tas de choses. Ça permet de créer des univers qui n'existent pas, qui existeront peut-être, mais ça permet aussi de se poser des questions sur ce qui pourrait arriver. Et dans ce livre, c'est fantastique, mais spirituel aussi, parce qu'il y a des pensées spirituelles. En fait, ce livre, c'est la 7e clé, parce qu'il y en a eu 6 avant, qui ont été trouvés, mais ils ne sont pas dans ce roman, c'est que la 7e, parce que c'est la 7e la plus importante. Et donc, il y a la rencontre de deux personnages qui se fait sur une route, je connais bien, c'est la 106, qui amène à Florac. C'est ça. Et lors d'un accident. Et l'accidenté demande l'aide à la personne qui vient le secourir, et il donne deux missions. La première, c'est d'aller trouver la 7e clé, et la deuxième, c'est de faire la quête. Et la quête, c'est-à-dire avec les 6 autres clés, et cette clé, aller sur la plage de Spiguette, les mettre sur un certain dessin, et ensemble, elles vont ouvrir un cortex. Et le ciel va se déchirer, et il va y avoir un message de la Terre, par rapport à tout, j'ai eu envie d'écrire par rapport aux problèmes climatiques, à tout ce qu'il y a aujourd'hui, que les politiques s'engorgent, mais qui ne font rien. Donc là, c'est un message de la Terre qui engueule l'homme, grosso modo. Pour justement, après, transmettre ce message et essayer de changer les choses. Mais pas que changer les choses, il faut changer aussi notre vision des choses. Donc, ce qui veut dire, en fait, dans ton ouvrage, c'est que justement, l'homme est accusé par la Terre, justement, de toutes les actions en fait qu'il mène. Oui. Voilà. Donc la Terre, elle dit à l'homme carrément que c'est la race la plus emmerdante qu'elle ait de porter. Qu'elle ait eu de porter, quoi. Ok. Alors, Jacques, on va se retrouver évidemment sur d'autres vidéos, justement, où je disais tout à l'heure que tu pourras nous lire en fait des passages de ton premier et second roman, La 7e clé. Voilà, en attendant, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis bye bye et à bientôt, Jacques. Merci, bye bye.